En gros, on va revenir un petit peu, le titre, Hydro-Québec pourrait effacer les dettes dans les communautés autochtones. Puis, tu sais, je voulais qu'on parle pas juste de politique, de politique partisane. Enfin, que je me suis dit: «On va aussi parler de ce sujet-là» parce que je le trouve assez intéressant pour développer quelques points qui je pense sont généralement un peu oubliés dans le débat public. Enfin que pour le contexte. En automne 2024, il y a eu un article de Radio Cannes qui, indiquait en gros que les communautés autochtones, elles devaient environ 250 millions de dollars à Hydro-Québec, puis que ces 90 des impayés étaient attribuables à 15 communautés autochtones, essentiellement, tu sais, des Inuits et des Cris. Communautés Inuits et Cris et aussi Naskapi, en fait, dans le nord du Québec, puis sur la côte nord. Puis une partie des habitants de ces communautés, bah, en fait, c'est parce qu'ils ont tout simplement décidé de ne pas payer leurs factures depuis parfois des décennies. Puis c'est pas juste des particuliers. Il y a certains conseils de bande qui le font aussi. Puis on parle de dettes pouvant aller de 3 000 piastres parfois à 65 000 pour certains clients, notamment dans les communautés comme Matimekush Lake John, qui est à côté de la communauté Innu à côté de Schefferville, pour les gens qui ne savent pas, où là, on a des dettes qui sont vraiment à ce niveau-là en termes de moyenne. Puis la justification des autochtones avec, tu sais, lesquels, Radio Cannes s'est entretenu, pas dans cet article-là, mais dans un article précédent, c'était que c'était le contraire. C'était qu'Hydro-Québec leur devait de l'argent au vu de l'exploitation et de la destruction à grande échelle de leur territoire. Puis certains chefs ont aussi déclaré que l'électricité devrait peut-être même être gratuite, a fortiori pour les communautés qui sont à proximité de ces barrages. Puis parmi eux, il y avait par exemple, typiquement le chef de Matimekush Lake John, Réal Mackenzie, que je salue encore parce que je suis déjà allé à Matimekush Lake John, puis j'ai pu apprendre beaucoup, à ce niveau-là, des comment dire? Des problématiques, qui touchaient les Inuits, par rapport aux mines, mais aussi par rapport à l'hydroélectricité, ou encore Equinishtis. Puis à Hydro-Québec, ce que l'article nous apprend, c'est que c'est un sujet de tension, puis qu'en fait, évidemment, ils vont pas couper l'électricité, quoi, c'est une condamnation à mort, on s'entend si tu coupes l'électricité, pour les communautés. Mais il y en a qui avancent, tu sais, qu'il faudrait récupérer cet argent par souci d'équité. Puis on va revenir sur cette question d'équité. D'équité envers qui? Bah, envers les foyers non autochtones du Québec qui payent pas, qui eux aussi ne payent pas leurs factures, quoi. Donc pourquoi il y en aurait qui, seraient autorisés à ne pas payer et puis, voilà. Et au début, sachant qu'au début des années 90, il y a, eu une controverse qui avait éclaté parce que Hydro-Québec avait accordé des rabais de 300 à certains membres de la communauté Kanien'kehá:ka, heu, j'ai mal prononcé, pardon, d'Akwesasne, pour les inciter à bien payer leurs factures. Puis justement, ils avaient reçu plein de plaintes de la part de clients, non autochtones qui disaient, bah, qu'ils voudraient obtenir le même rabais, 300 piastres. Donc ils avaient fait marche arrière tout simplement. Puis il y a un autre enjeu avant qu'on commence sur cet article, c'était que Hydro-Québec voudrait aussi installer des compteurs intelligents, dans les communautés qui, sont des compteurs un peu plus modernes que ce qu'on a actuellement. Puis ces compteurs c'est quand même important de le dire, c'est que ces compteurs notamment leur permettraient de couper l'électricité à distance sans envoyer d'employés sur place. Fait qu'il y a quand même un petit peu un Tellement pratique, pratique ça, hein. Mais puis là aussi, ils font une force face à une très forte opposition des communautés qui disent: «On ne veut pas de ces nouveaux compteurs», voilà, j'imagine. tu. Et en novembre 2024, suite à l'enquête de Radio Cannes, Hydro-Québec avait mandaté un juge à la retraite qui s'appelle François Roland pour faire des recommandations indépendantes pour régler cet enjeu. Puis là, c'est là où on arrive à l'article qui est devant nous de Radio Cannes. C'est que vendredi passé, le rapport a été remis à Hydro-Québec. Puis ce que le rapport suggère, grosso modo, c'est que la société d'État devrait tout simplement effacer la dette. Plus précisément, en fait, c'est effacer la dette, pas effacer la dette, dans le sens que la société, enfin, en gros, c'est Hydro-Québec renoncerait à récupérer l'argent, puis transférerait la gestion de ses dettes au conseil de bande. Puis chaque autorité aurait à décider elle-même si leurs membres doivent payer leurs dettes ou si elle préfère les effacer. J'imagine qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui demanderaient forcément alors que les membres de la communauté payent leurs dettes, on s'entend là? C'est weird, hein, comme, mais bon. Et une autre recommandation, c'était d'offrir aux communautés la possibilité de faire une facturation unique par l'entremise du conseil de bande. Heu, En tout cas, il y a différentes recommandations dans le rapport. Pour l'instant, ni Hydro-Québec, ni la PNQL, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui ont collaboré avec, l'ex-juge François Roland, ils n'ont pas encore commenté en détail le rapport. Par contre, dans son article à ce sujet, du coup, Radio Cannes, il donne, et c'est ça que je trouvais intéressant d'un point de vue critique média, il donne la parole à la chef, sortante de Waswanipi, qui est une communauté sur la baie James, une communauté crie, qui s'appelle Irène Nipoche,
heu, qui elle est d'accord avec l'idée que les communautés qui sont à proximité des barrages bénéficient d'une électricité gratuite. Par contre, elle est contre que ce soit appliqué au reste des communautés. Puis elle continue en parlant faudrait peut-être plutôt améliorer la littératie financière pour que les individus puissent, hem Ah, les cris. comprendre l'importance d'être un citoyen économiquement indépendant, nanani nanana. Puis ça, Ah, c'est les le genre de cris. cadrage subtil, tu sais, que c'est important d'identifier quand on fait de la critique média parce que littéralement les autres chefs autochtones, ils ont pas dit ils ont à Radio Cannes, ils se sont pas exprimés. Ils ont dit: «Bah, on va regarder leur rapport et cetera, on va discuter». Ils prennent la chef sortante d'une communauté, pour dire en fait pour finir leur article sur ça. C'est important à la manière quand on fait du journalisme, ça vous le savez, c'est important la manière dont on agence en fait l'article parce qu'il y a un rythme, il y a un rythme à l'argumentaire. Je te vois, je dis de dire: «Ah les cris et tout». En tout cas, il y a beaucoup de communautés cris qui sont dans la liste des impayés en fait, c'est sûr qu'il y a le leadership cri, puis il y a aussi les cris, hein, on s'entend. C'est ça, mais c'est un Mais gros enjeu, comme tu dis, cette distinction-là, parce que Nation Cree, c'est une nation qui est super intéressante pour ça, parce que justement, il y a toujours eu cette tension-là, parce que ben, le leadership fait quand même avancer les dossiers pareil, tu sais, fait qu'il y a comme un niveau de confiance, mais les deals sont pas toujours au plaisir de tout le monde. Fait qu'il y a tout le temps cette espèce de c'est une de ces communautés-là il y a clairement un leadership politique, puis il y a clairement une distinction avec la population, puis qu'il y a une espèce de tension permanente entre les deux. Fait que, en tout cas, clairement pas. c'est ça aussi des fois qui est compliqué quand on parle des populations autochtones, c'est justement, tu sais, comme là, elle, c'est la chef du conseil de vente? La chef sortante, ouais, de Waswanipi. C'est sûr. Parce qu'il y a ça aussi, tu sais, mettons, les chefs, justement, chez les Cris, n'ont pas exactement le même pouvoir qu'ailleurs parce qu'eux autres, ils ont des traités, ils ont des entreprises publiques, etc. Donc, ils ont vraiment je veux dire, ils sont beaucoup plus proches d'être capables d'exercer leur souveraineté, tout simplement. Bien sûr, Là. ouais. Tandis que de d'autres communautés, par exemple, Atikamekw, c'est un bon exemple. Ben, même Lac-Simon, on va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, il y a vraiment les chefs de la réserve, mais ils ont zéro autorité au-delà de la réserve. Puis à ce moment-là, ils se ramassent avec des tensions souvent entre Mmh. chefs traditionnels qui protègent les territoires traditionnels versus des chefs de réserve qui participent de la structure coloniale, en tout cas. Ouais. Non, clairement, clairement, Fait que, tu sais, donner la parole aux Autochtones, ça veut jamais dire de quoi en soi. Ça c'est peut ça. pas être aveugle. Tu peux pas juste faire du tokenisme quand même. Complètement, puis ça, c'est ce que fait Radio Cannes là-dedans. Mais vous vous doutez bien, là, je voudrais pour continuer mon point, Radio Cannes, ils ont fermé leur section commentaires, évidemment, parce que c'est des sujets sensibles. Mais justement, là, on va passer sur, la vidéo de Cube, juste, 5 petites minutes sur Cube. Ah, tu l'as mis Heu, la vidéo de Cube de Rémi Villemur? oui, parce que, Ah, j'étais en train voilà, d'aller la chercher parce que j'étais comme: «Ah, je sais pas s'ils heu, ont vu ça». si, juste 5 minutes, ce sera pas long, t'inquiète pas, mais c'était pour Non, non, appuyer non, sur un point. mais, juste dire, il a fait, le Redeemer dit aussi, là, toute la gang de Cube Radio qui font leur ça pendant leur rotation, mais il a fait un statut Facebook, moi, c'est comme ça que j'ai vu qu'il avait fait ça, puis il était comme: «Les Autochtones veulent pas payer leur facture d'électricité, ça a brassé en studio, on a reçu quelqu'un pour parler de», tu sais, comme vraiment Mmh. gutless avec, en tout cas, c'était dégueulasse. Mais oui, on la met. Mais c'est ça, Hem, parce que Cube a pas, fermé sa section commentaires et le niveau ouf. de racisme, il est violent. Ben oui. C'est vraiment voilà et donc voilà, ça peut avoir on a un très bel aperçu de ce que pense, tu vois, une partie de la population de ce pays si tolérant, bienveillant et gentil, parce qu'on n'est pas les États-Unis, qui est le Québec, voilà et tu peux mettre, bon déjà le titre est dégueulasse, hein, vous pouvez le voir un peu, le titre est Oui, dégueulasse, mais c'est ça à la ça. limite on a l'habitude avec Québécois. Fait que bref, oui, je pense qu'il faut se parler, je le disais. On est dans un processus de réconciliation, mais de dire on annule d'un coup un quart de milliard de Ben, dollars, c'est de l'argent, c'est là. beaucoup d'argent C'est... et c'est-tu ça la Pause, pause, pause. réconciliation? Ben, Ou en un tout cas, peu? c'est pas la réconciliation. C'est juste pour dire et entendez par rapport encore une fois à des critiques médias, on annule un quart de milliard de dollars. Pourquoi tu dis pas 250 millions? Pourquoi tu dis tu sais, tu as le côté Ouais, de vouloir en fait c'est subtil, c'est le vocabulaire, mais en tout cas 250 millions, enfin bref. Sachant que 250 millions, c'est rien par rapport à ce qui a été volé aux communautés, mais voilà quoi, on peut continuer, sinon. mais Budgétaire, en tout cas, parce que ça, c'est sûr et certain que tu règles pas un problème en commençant, enfin, en encourageant la dette à augmenter. Tu sais, tu touches à l'essentiel, infantilisation. C'est que d'un côté, on va avoir du chantage. Là. On va dire, c'est quoi, vous allez nous couper le courant? Non, il n'y a personne qui veut couper le courant aux communautés autochtones, mais il faut payer. Faut payer. Moi, j'ai été surpris de constater. Je me disais, c'est qui? C'est quelle communauté en question? On se rappelle, en 2002, il y a la paix des braves entre le gouvernement Landry et les Cris.
les cris de la baie James. Et moi, depuis ce temps-là, là, je me fais dire tout le temps là, que les cris, ils ont frappé un coup de circuit, que ça a été une grande entente. On rappelle, c'est des milliards, là, parce que c'est 70 millions de dollars indexés pendant 50 ans. C'est plus de Ah oui. 3,5 milliards. Ça, c'est 3,5 milliards si c'était 70 millions à chaque année, mais c'est plus que ça. Ça va être peut-être 10 milliards au bout de 70 ans, au bout de 50 ans. Et pourtant, et là on me dit donc, ils ont de l'argent, les CRI, ils ont signé une grosse entente, ils font partie des communautés autochtones qui ont accumulé le plus d'impayés. En date de 2024, on a les CRI de Chisabi, dette moyenne par client résidentiel, 40 Là, 000 c'est bien. 40 Oh, 000 bonne info. Là aussi, là, tu sais, un petit Et je me disais, commentaire qui porte de c'est bien. même au nom Oui, oui, de oui. Martin de Joliette, au nom de la société, nous sommes tous égaux, payons nos comptes. Ils l'ont choisi, genre, comme fuck. Oui, oui, ça, vous allez voir aussi d'ailleurs vers la fin de la vidéo et tout. On va laisser jusqu'à la fin parce que c'est juste 3 minutes. Mais les commentaires, en fait, les commentaires qui sont mis, c'est tellement pratique pour eux parce que tu sais, la plupart sont absolument dingos là. Puis Cube peut juste dire, bah, on diffuse juste les commentaires du public, c'est absolument pas nous qui, voilà quoi, voilà. C'est vraiment un chier. Puis là, justement, ce qui est intéressant dans ce petit extrait, c'est un truc qu'on retrouve très souvent quand on parle des enjeux autochtones, en fait, c'est une inversion des responsabilités. C'est-à-dire que Villemur parle de chantage, suggère que c'est des voleurs, et cetera, qu'il faut se responsabiliser, mais c'est un acte répréhensif. Puis en fait, qu'est-ce que ça occulte si ce n'est le pillage colonial, puis la dévastation environnementale? Le vol se fait dans l'autre côté. C'est Hydro-Québec qui donne de l'argent en maudit aux Cris, aux Inuits, aux Naskapi. Tu sais, Villemur parle de la paix des Braves qui a été signée en 2002, mais le culte le fait aussi, il donne pas le contexte. Parce que ça a été signé en 2002, mais pendant ce temps, ça faisait 27 ans que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, qui est une société qui a un statut très particulier dans la société québécoise, tu sais, en termes de prestige et tout, par rapport à la construction du nationalisme québécois, mais au prix de quoi? Au prix de destruction incroyable, de colonialisme. Puis ça faisait 27 ans qu'ils ne respectaient pas la convention de la baie James du Nord-Est et du Nord-Est québécois, qui ont été signés en 75 pour les Cris C'est ça, et les Inuits et en 78 pour les Naskapi. Tu sais? c'est ça le point aussi, c'est que la paix des braves, tu sais, c'est cute là, de se gargariser avec la paix des braves, mais c'est exactement comme tu pointes, là, c'est que comme, oui, mais avant ça, c'est quoi? C'est la Convention de la baie James, convention qui a été rendue nécessaire par un jugement de la Cour parce que le gouvernement Bourassa refusait de négocier avec les nations autochtones, et entendre qu'il n'a pas été respecté, qui a finalement été mise en œuvre à travers la paix des braves. Tu sais, il y a un moment donné, parce que tu es comme, yes, le monde. Puis un autre exemple d'une grande spoliation dans laquelle Hydro-Québec est impliqué, c'est Ah, ouais. c'est ça, hein, je vais mettre ça rapidement, pour les gens qui Cindy ne connaisseraient Gordon se pas. Tu peux souvient enlever le très son, bien de cette Julia? fin septembre C'est 1900. juste pour illustrer honnêtement. Mais c'est ça, c'est en gros qu'à l'automne 2000, enfin 2000, à l'automne 1984, en gros, Hydro-Québec a ouvert les vannes du réservoir Cagnapisco, qui est un énorme réservoir, le plus gros, il Juste, me semble, réservoir. ouais, je vais faire un trigger warning. Peut-être un peu trop Ah oui, tard, là. Il y a plein de caribous morts si vous trouvez ça difficile. ouais, pardon. Hem Pardon, pardon. En gros, a ouvert les vannes du réservoir, beaucoup plus largement de ce qui était prévu par la convention de la baie James, ce qui a provoqué une montée des eaux de la rivière et déchaîné, en gros, un énorme torrent qui, en gros, en direction de la baie d'Ungava. Puis, à leur point de passage traditionnel, puisqu'ils étaient en migration à ce moment-là, il y a 10 000 caribous qui ont été emportés, par les chutes, qui se sont noyés. Là, et vous pouvez aussi voir les photos si vous allez, sur internet, mais c'est des rivières jonchées de cadavres de caribous. Hydro-Québec a toujours rejeté toute responsabilité. La réalité, c'est juste qu'ils ont choisi de protéger leurs infrastructures au détriment heu, du territoire, des Inuits et des Inuits et des Cris. C'est absolument scandaleux. Puis, tu sais, genre, ça aussi, ça pourra jamais être repayé, en fait. C'est-à-dire, quand on sait à quel point on a des problèmes pour pouvoir enfin, en termes des populations de caribous, à quel point ça a été important dans l'économie locale. On peut arrêter la vidéo et revenir sur Villemur, mais tu sais, genre, quand Villemur disent: «Ils doivent de l'argent», non, non, non. Et la spoliation, elle a eu lieu, lors de la construction des barrages, elle a eu lieu lors de tout simplement le fait de se faire en fait effacer ses droits ancestraux lors de la convention de la baie James, de se faire juste, enfin 10 000 caribous, c'est une catastrophe en fait. C'est absolument une catastrophe. C'est très marquant dans la population encore aujourd'hui, hein. Si vous allez dans les populations, c'est un événement tragique d'une ampleur inégalée dans la mémoire récente. C'est ça. Donc Hydro-Québec, tu es là genre
effacez vos putains de dettes, là. Vous leur devez de l'argent, en fait. C'est ça qui est insane, tu sais, c'est juste genre, ouais, fait que là, on vous a pas consulté, on a crissé des barrages partout sur votre territoire, puis après ça, ben, payez-nous, hostie, on vous a bâti des barrages. Exact, c'est ça qui est fucked up. Puis tu sais, genre, C'est tu là, comme, genre, ils payent comment en fait? Avec quelle économie? Puis sachant que tout a été fait pour limiter l'autonomie économique, pour limiter en termes de territoire accessible par rapport à pour soutenir une économie. Puis c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que, et que ça va être important de le comprendre, je trouve, dans une période où on parle beaucoup à nouveau de souveraineté, c'est que notre mode de vie entier repose sur le pillage. On vit sur une rente coloniale qui est considérable, sans laquelle il n'y a rien du tout de ce qu'on connaît actuellement au Québec en termes de niveau de vie, en termes d'accès à tout un tas de ressources, et cetera, n'existerait. Mais c'est le cas pour le Québec, mais c'est le cas pour plein d'autres pays. Tu es là, genre, si, enfin, ça vaut pour la France, ça vaut pour les États-Unis. On vit, enfin, beaucoup de pays vivent sur des rentes coloniales absolument gigantesques qui ne sont pas des trucs du passé, quoi. En tout cas, mais on peut finir sur Villemur si vous voulez, là, regardez quand même la fin, parce que Ah, les commentaires, je te jure. juste avant de rembarquer là-dessus, éventuellement, il faudra parler de la dette comme instrument colonial. Oui, C'est juste ça. oui, oui, c'est vraiment ça, parce que c'est le même discours de: «Faut payer la dette, faut payer», Ouais. mais tu sais, mais c'est le même discours, mais appliqué dans un contexte colonial pour maintenir une forme de domination, raciale, et non, c'est absolument dégueulasse, quoi, mais bon. 40 000 là, quand même. Là. On a les cris d'Eastmain, 30 000 on a les cris de Waskaganish, 17 000 on a les cris de Waspanipi, 15 000 Là, je comprends pas. Là. Moi, je pensais que c'était le gros deal, que ça avait fait en sorte que les communautés étaient enrichies, qu'elles avaient réussi à obtenir une autonomie par rapport... Non. Fait que là, tu te dis, c'est parce qu'à un moment donné, à quoi bon signer ces ententes-là si on a des citoyens qui se mettent eux-mêmes dans une zone particulière? Ils se disent, on paye pas, puis si on paye pas, c'est quoi, vous allez nous enlever le courant? Non, mais ça, c'est du chantage, ça. Si vous payez, il n'y a pas de risque d'enlever le courant. Il y a pas, puis on sait que Hydro-Québec ne coupera pas le courant. Ou si on le sait, ça, c'est pour ça qu'on paye pas. D'ailleurs, on n'a pas payé depuis 1 an, puis ils n'ont pas coupé le courant. Fait qu'on sait que Hydro-Québec ne coupera pas le courant. Donc, je sais pas. Juste, ça m'a fait rigoler parce que quand j'ai vu le commentaire là, 40 millions de contribuables dans des traditions religieuses archaïques et de la cruauté animale, c'est scandaleux. J'ai pas pu m'empêcher de penser à Frédéric Bérard. Ouais. Mais c'est pas grave. J'ai dit: «Oh, Frédéric Bérard, il s'occupe!» Non, 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 mais Ça, c'est ah, du bon shade. désolé, J'aime. désolé. Non, mais en tout cas, Oui, oui. on pourrait. Comment ils vont faire pour gérer ça. Mm. Parce qu'ils ont dit, nous, on a un enjeu quand même, c'est la réconciliation, mais on a aussi un autre enjeu, c'est l'équité Mhm. envers tous nos clients. On a des clients d'Hochelaga Maisonneuve qui ont de la misère, là, OK, à arriver, ils Ah. payent. On a des clients de... Ouais, Big, tu t'en calisses. Deux autres, d'habitude, tu fais des hosties, tu fais le contraire. Des gens, hey, ça, c'est Notre-Dame, ils calissent rien, là, t'es instrumentalistes quand ça fait ton affaire. Fuck you. Bon, ok. je sais pas, de Montréal-Est qui payent. On a des clients de Montréal-Nord qui payent. Fait que tu peux pas accepter que des clients ailleurs ne payent pas, là, ça marche pas. Là. Ah, c'est tellement une minable petite personne, Jérémy Villemur. Plus je l'écoute, le plus je le trouve exécrable. C'est un des pires. Là. Ça marche pas du tout, là. Puis après, si tu parles de cette idée de réconciliation, puis tout ça, puis d'une entente, est-ce que, quelle est la durée aussi de cette affaire-là? Y a-tu un respect aussi, ou tu te dis, non, il y a eu, disons, ces choses un peu originelles, cet aspect de colonialisme, là, parce que c'est souvent ce qui est évoqué en disant, il y a ce colonialisme-là, donc ça serait une espèce de dette éternelle que la société aurait envers les communautés autochtones. Il y en a qui vont défendre ce point de Ça, vue. c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Encore une fois, tu parlais d'inversion, là, c'est exactement ça. Tu sais, la dette éternelle. C'est juste qu'en fait, non, tu places les situations autochtones. L'État place les situations autochtones en situation de dette. Puis là, tu dis, ah, il y aurait une dette éternelle, une tâche originelle qui serait celle du colonialisme. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il n'y a eu aucune réparation. C'est pas, le point, la tâche ne sera pas éternelle si on la Si on lave. répare, Tu sais? si on décolonise, si on Tu fait, sais, il n'y a eu aucun effort qui a été mis dans ce sens-là. À chaque fois qu'il y a des négos avec les Premières Nations, c'est tout le temps pour aller leur voler de quoi. complètement. C'est Ah, quoi? non, mais ce duo-là, ensemble, là, c'est du sport en Ouais, tabarnak. c'est Là. C'est vraiment de la marde comme panel. Là.
Ouais. point de vue-là, en Ouais, disant non, ben, juste c'est quoi, on n'aura jamais à payer parce que finalement, on a eu des préjudices, puis éternellement, finalement, c'est la façon, ça serait le retour de ça, tout simplement. Et je veux juste revenir sur Irène Nipoche, qui est la chef sortante de la communauté Waswanipi. Et je trouvais que c'est intéressant, son point de vue là-dessus. En tout cas, c'est une piste de réflexion. Parce qu'elle dit, bon, les communautés qui sont juste à côté des barrages, je soutiendrais fermement qu'elles devraient avoir l'électricité gratuite. Donc, tu sais, ceux qui sont vraiment, ces communautés, dis-je, qui sont vraiment juste à côté, mais elle dit le reste des gens devraient s'attendre à payer. Puis encore là, hein, c'est à débattre, mais je trouvais quand même que son point de vue, ça peut être intéressant de dire, là, on va pas faire du mur à mur alors que c'est pas forcément la même réalité. Tu as parlé de la situation, par exemple, des cris. Et elle dit aussi que cette idée-là de ne pas faire payer complètement, elle dit, ça va marginaliser encore plus les peuples autochtones du reste de la population. Et en plus, sur le fait de, tu sais, quand je te disais de faire un compte, par exemple, pour une communauté, puis c'est le conseil de bande qui décidera si oui ou non ils vont payer. Et les citoyens, ben, finalement, les membres de la Ouais, communauté, ben, ils refilent ça au conseil de bande. Elle dit, tu peux s'ils veulent arrêter sur refiler ça. ça aux communautés, Mais j'aime bien la pollution de Villemur là, je sais pas pourquoi, mais Il faut faire un print screen de ça. mais tu sais, genre, en fait, je pense que c'est parce qu'il dit un truc au plateau, un truc comme ça, mais ça me fait rire. Ça me fait rire de même. Mais tu sais, et tu vois, je trouve que c'est intéressant parce que là, elle cite explicitement l'article de Radio Cannes, là. Puis tu vois comment bah, la question d'une pauvre couverture, d'une couverture parfois faillible d'un point de vue journalistique, arrive à, tu vois, se transformer en quelque chose d'utilisé après par des gens qui ont moins de honte avec leurs opinions, quoi. Ben, Ouais. c'est ça. C'est Ben, ça en le fait, truc. c'est tout le problème du centrisme en général, là. Bah oui. Et mais C'est pardon, vas-y. c'est que tu es là, puis tu arrives, tu dis ah, mais on va être raisonnable, puis gna gna gna. Puis là, tu fais déjà les compromis avant d'avoir à faire des compromis, là. C'est ça. Fait que là, tu Puis arrives, puis que le discours est déjà prêt pour être récupéré par la droite dure, là. je finirai juste sur cet aspect qu'en vrai, vous savez quoi, le plot twist, c'est que je suis un peu d'accord avec les gens qui disent: «Pourquoi il paierait pas et pas moi?» OK, on socialise l'énergie. Voilà. On socialise l'énergie, l'électricité gratuite pour les usagers et cetera. On planifie, on fait tout un tas de trucs. C'est pas ça qu'ils veulent Villemur, tu es là genre tu Mais vois? non, mais c'est Aussi, tout ça l'enjeu aussi, tu c'est sais. ça le truc, c'est que leur solution, c'est jamais en fait de répondre au fait que, eh bah, oui, il y a aussi des gens qui, ne peuvent pas payer, qui sont pas autochtones et qui sont après un marge et Ah, cetera. Mais que tu quoi de pour eux, ces gens-là, en fait? Tu es juste en mode payer, 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 tu sais? C'est toujours la même chose en fait, aussi. Bref, qu'il c'est aille parce bien que se faire foutre. leur projet de société, c'est juste la guerre permanente de la société contre elle-même, là. Mhm. C'est ça Oui. aussi, là. Il y a comme cette espèce de weird situation où, clairement, ce processus d'extermination-là, il y a une espèce de prétention politique qui a plus cours, mais il est encore sur l'air d'aller. Fait que si on fait juste réconcilier, il va se réaliser par lui-même, tu sais. Oui, Tu as parlé de solutions, puis ça m'a juste fait penser à ça, de genre la question juive ou la question noire ou la question autochtone. Quand tu commences à parler comme ça, ben, tu trouves des réponses. Les réponses, sont pas obligées d'être en fait, elles peuvent être très pragmatiques quand il s'agit de justement, quand le projet, canadien ou le projet israélien, le projet américain, whatever, c'est un projet d'accaparement du territoire et de vol, oui. ben, la réponse, ça sera pas autre chose, tu sais? Ça ne peut pas être autre chose, c'est pas possible, c'est Fait ça. que c'est ça. C'était mon espèce de je suis parti sur une tangente, je suis désolé. Non, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Donc ça, c'était le point, mais d'ailleurs, tu avais aussi un autre point d'ailleurs que toi tu voulais ramener, alors encore avec, des enjeux, Oui, encore avec des enjeux autochtones, oui, c'est ça. Ben, c'est un peu je pense pas qu'on va l'écouter, mais, il y a au lac Simon, le projet Novador, qui est un projet de mine à ciel ouvert et les collègues, Ouna et Léa de Pivot ont fait un très chouette documentaire qui est maintenant disponible sur YouTube, un documentaire, un reportage. Heu, c'est vraiment le vidéo, là. Il y a un article qui fait avec aussi, là, mais, c'est pas un long article. Tu peux cliquer sur la vidéo. Tu veux qu'on le regarde finalement? Ben, juste montrer, j'ai peut-être deux on trois peut
OK. petit moment à montrer. Il y a des sites où qu'on veut garder intact. Puis tu sais, dans le Novador, on a un site, nous autres, c'est comme un site de raies sauvages. Une rizière de raies sauvages. Puis qui est tout près de Novador. Hein, tu sais. Et nos jeunes, ils vont là. Beaucoup pour le poisson. La chasse, la trappe, Ouais. le lièvre, la perdrix blanche, je sais Ouais. pas ce qu'il y en a. Ici aussi à Novador, c'est là qu'il y a comme la chasse tu sais, Ben, il y a de l'orignal. des ravages, Des ravages d'orignaux. Oui. Mais nos jeunes, ils vont là. Vous voyez là, ici, là, les claims miniers. Les gens qui ne savent pas, un ravage, c'est un site de Puis ça, tous reproduction les des jours, il y a des claims qui sont demandés encore au moment où on se parle. Petite mini depuis 2024, petite mini depuis 2025. Regarde comment il y en a. Là. Ils sont pas là pour la vie. Là. Ils vont venir 7 ans, 10 ans. Après ça, ils partent avec leur argent puis ils nous laissent avec un territoire complètement contaminé. Là. C'est hors de question. Ça sert à rien. Tu sais. Essaye pas de faire des mines à ciel ouvert parce que tu l'auras pas. Tu l'auras pas, c'est hors de question. La communauté a parlé, la communauté a décidé. Bon, on pourrait mettre une pause. Donc, ce J'aime beaucoup cette projet-là. femme. Oui, ben la gang d'Aximon, Lucien Wabanonic aussi qui est là, c'est une communauté qui est quand même vraiment bien organisée, puis qui savent, tu sais, ils font beaucoup de, ils travaillent beaucoup sur le recensement sur leur territoire, l'administration de la faune, de la flore, etc. C'est un gros focus de la communauté de l'Aximon. Fait que j'imagine que ça a dû pas leur faire plaisir de voir ce claim-là. Donc, les claims miniers, pour les gens qui comprennent, qui ne savent pas, le régime minier au Québec est extrêmement, comment dire, c'est Far West. C'est vraiment basé sur une logique de claim, donc de revendication. Donc, l'idée, tout simplement, c'est que il y a des règles, là, je ne vais pas entrer dans le détail, là, mais en gros, tu peux placer ton dibs sur un territoire. Tu peux dire comme, ce territoire-là, moi, je pense qu'il y a de l'or là, fait que ça, c'est à moi. Fait que là, tu réserves ton droit pour explorer ce sous-sol-là. Une fois que tu l'as exploré, tu donnes tes résultats, blablabla, puis éventuellement, tu peux avoir un permis d'exploitation, puis ouvrir une mine, puis blablabla. Bon. Il y a comme tout ce processus-là qui se fait, mais ça commence par un claim. Puis un claim, c'est littéralement juste qu'il y a ce territoire-là d'intérêt public, j'ai envie d'aller voir s'il y a de l'or, mais après ça, tu as aussi l'obligation d'y aller. Fait que tu ne peux pas juste faire des claims sans jamais te pointer là, en prévision. Il faut vraiment que tu fasses le travail de prospection qui vient avec. Ça vient d'une époque où, justement, on parle d'un pays qui est le Canada, qui est énorme, qui n'est pas très bien cartographié, puis etc. Et donc, les prospecteurs sont un petit peu. La couronne n'est juste pas capable de faire ce travail-là de recensement géographique, etc., géologique, pardon. C'est vraiment donné à des prospecteurs privés. Puis ça va être des gens qui, eux, vont faire la prospection, puis après ça, vont vendre leurs claims à des entreprises minières. Puis ça, c'est vraiment comme ça que ça a commencé là, au 19e siècle. Mais aujourd'hui, c'est vraiment des très grandes entreprises qui vont partir d'une petite entreprise qui va faire l'exploration. Puis une fois que l'exploration, une fois que tout est confirmé, etc., là, à ce moment-là, on va investir des capitaux pour en faire une organisation, une mine au sens strict. Puis donc, cette mine-là, Novador, ce projet-là, pourquoi il fait autant capoter? C'est qu'il est à 8 km de Lac-Simon. Donc, on rappelait tantôt, Lac-Simon, ça, c'est les limitations de la réserve. Je sais, tantôt, c'est InGym, je pense qu'il a fait le commentaire comme quoi on préfère communauté à réserve. Moi, la distinction que je fais, c'est que la communauté, c'est le monde qui vit là, puis la réserve, c'est le régime juridique. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est rendu la façon de parler, mais on me corrigera peut-être. Peut-être que toi, Louise, tu le Ben, sais. techniquement, non, techniquement, c'est encore des réserves, là, d'un point de vue du droit.
Mais Donc, ouais. donc, comme je disais, donc, c'est sur leur territoire traditionnel. Donc, c'est directement dans leur territoire traditionnel, mais d'une façon un peu grossière, dans le sens que c'est même proche de la réserve elle-même. Fait que ça donne vraiment. C'est quasiment baveux à ce point-là. Fait que c'est sûr qu'ils sont en tabarnak puis ils veulent rien savoir de ça. Il y a déjà de l'exploration, puis on le voit, vous l'écouterez, le vidéo, c'est une vingtaine de minutes, c'est vraiment pas si pire que ça. Puis vous le voyez, là, justement, il y a déjà des problèmes de contamination juste par les travaux d'exploration. Ça, c'est sans parler, puis on pourrait peut-être avancer pour juste montrer un peu de quoi ça a l'air un projet minier euh, quand c'est Tu veux abandonné. continuer ou tu as un time code? Je te montrais le time code, je pense que ça serait autour de... ouais, ce serait 9,50 ou 9,49. C'est pardon. Mais Là, on est en chemin vers le site Manitou. C'est un site minier abandonné qui est en fait un des plus grands fléaux environnementaux de l'histoire du Québec. Pour chaque tonne d'or, on va générer 1 million de tonnes de déchets miniers. Le ratio est absolument sidérant. Puis l'Abitibi, ça donne que c'est une région qui est jalonnée de ces sites miniers abandonnés. Ouais. Nous, on peut même pas y aller. Hein. J'aimerais ça qu'on prenne une marche. Je prendrais jamais le risque de marcher là. C'est contaminé. Si on tombe dans un trou, ce qu'il y a en dessous, c'est des résidus avec une acidité qui pourrait nous brûler les jambes. Ce qu'il représente, en fait, c'est non seulement la décadence de l'industrie minière, mais sa conséquence, en fait. C'est sa promesse. C'est que s'ils veulent exploiter un gisement d'or ou un gisement de lithium, un gisement de fer, n'importe quoi, ils ne vont pas seulement... Je voulais ajouter un truc déjà, sur ce que tu avais dit précédemment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est le droit minier au Canada. En plus, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il y a tout un concept en fait de free mining qui est finalement appliqué à la plupart des provinces au Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que en gros, tout est né lors des ruées vers l'or, notamment au Yukon, en Colombie-Britannique, etc., où justement, c'est-à-dire que si c'est un droit qui a l'air d'être une forme de Far West, c'est parce qu'il a été fait dans cet esprit-là. Et les prospecteurs ont eu un rôle décisif. En fait, c'est une loi qui a été faite par et pour les intérêts des prospecteurs et des compagnies minières à une époque où les enjeux par rapport aux communautés locales ou aux communautés autochtones, enfin voilà, c'est un droit auquel elles ont absolument pas participé. Ce qui explique aussi à quel point ce droit est expansif au Canada. Puis justement, quand tu jalonnes une concession, comme ce que disait Judith, droit exclusif de rechercher des minéraux et de développer sa découverte, toute découverte. Et même s'il y a, tu sais, il y a juste enfin, sur plein de concessions, il y en a juste une seule qui va devenir une mine. Mais c'est pas la question parce que c'est aussi une conception particulière du territoire. C'est-à-dire que quand tu fais un claim, c'est-à-dire qu'en fait, tous les autres utilisations du territoire en deviennent un peu exclus, on va dire. C'est aussi une vision très particulière qui en vrai remonte au Moyen Âge, mais ça on pourra en reparler une autre fois, mais qui en gros survalorise la question du souterrain. Ce qui a de la valeur, la meilleure utilisation pour une parcelle de terre, c'est son usage souterrain. C'est pas l'agriculture qui est très expansif. Tu sais, il y a toute une logique en fait de dire ah mais ça prend beaucoup de place de faire des crops, ça prend beaucoup de place de faire ceci. En tout cas, on pourra. Là, j'ai pas envie de trop donner de détails parce que je pense que ça va vous perdre après, mais globalement, il y a vraiment une question sur euh, l'utilisation optimale du sol, c'est sa valorisation par rapport au sous-sol. Donc, tu as ça. Puis là, Rodrigue Turgeon, qui est la personne à gauche de Ouna, qui fait partie d'une ONG très importante qui fait un travail magnifique, qui s'appelle Mining Watch Canada. Enfin, l'équivalent au Québec, c'est la coalition Québec est meilleure mine. Puis, justement, ce qu'il montre après, c'est aussi ce qui reste à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, les mines produisent des déchets. C'est presque même plus une industrie de gestion des déchets qu'autre chose. Parce qu'en gros, sur 100 tonnes de trucs sortis des mines, tu as peut-être 1 tonne qui sera le minerai désiré, en fait, une fois que tu auras tout trié. Parce que tu sais, ça marche pas. Enfin,
C'est comme dans Minecraft, en fait. Tu vas casser beaucoup plus de blocs avant de trouver ton bloc qui t'intéresse et en fait, sauf que dans Minecraft, ben, tu as tous les blocs, tu peux t'en débarrasser, mais là, tu t'en débarrasses où, en fait, des blocs? Bah, tu les mets ailleurs et en fait, c'est une entreprise de gestion des déchets. C'est ça qui est le plus affreux et le problème, c'est qu'on ne conçoit pas les choses comme telles. Alors que la réalité, c'est qu'au vu de la toxicité, de ce qui est sorti par les mines, faudrait traiter ça idéalement comme des déchets nucléaires en termes de se poser la question de pourquoi on en extrait, comment on gère les déchets et cetera. Parce qu'après les communautés, c'est ça qui se retrouve. Elles se retrouvent avec des grosses, ce qu'on appelle des terrils, donc des gros, trucs à ciel ouvert, des sortes de collines de déchets, de roches qui sont, contaminées, ou pour la plupart, bah, ce qu'on appelle des bassins de rétention, donc des font un gros trou, tu mets tous les déchets dedans, tu remplis d'eau. Et puis, à mesure que la mine produit des déchets, tu remets des déchets miniers dans le bassin, tu augmentes les digues, la taille des digues, tu rajoutes de l'eau et ainsi de suite et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça, On appelle ça du mock. exactement et c'est Mock. littéralement une bombe à retardement à côté Ouais. des communautés, en fait. C'est littéralement ça. C'est ce qui est arrivé en 2015 au BC avec la mine du Mont-Pelé où où c'est des milliards de litres d'eau contaminée qui se sont déversé parce que Mais la digue a lâché, quoi, en tout mais cas. j'aimerais rajouter un truc par contre, une précision technique là-dessus. Mmh. Dans, la femme de Lac-Simon notamment, elle a été très claire là-dessus. Elle a fait que, «Essaye pas de faire une mine à ciel ouvert à Lac-Simon, tu en auras pas». Elle a pas dit: «Essaye pas de faire une mine à Lac-Simon». Ça, C'est vraiment ça le point. C'est que l'Abitibi-Témiscamingue a été l'objet d'une ruée vers les minéraux, précieux, à plusieurs reprises. Il y a eu vraiment plusieurs vagues et la réalité, c'est que et ça, c'est mentionné justement dans le reportage, c'est pour ça que je vous invite à l'écouter, c'est que à l'heure actuelle, les mines qui ouvrent, ce sont des mines à ciel ouvert sur des anciens sites miniers. Parce que dans les faits, il y avait une concentration de métaux qui permettait d'ouvrir de ce qu'on appelle une mine à shaft, c'est-à-dire on fait un trou vertical, puis ensuite on va faire des galeries horizontales. Et l'idée dans ce temps-là, c'est surtout que c'est très commun pour les mines d'or en particulier parce que ça permet, l'idée c'est juste qu'on va suivre le filon d'or parce que l'or se forme dans des longues veines. On va juste suivre la veine, on va extraire le minerai comme ça. Et là, ce qu'ils font maintenant, c'est que comme le prix des minéraux n'arrête pas de monter, qu'ils font, c'est qu'ils se disent: «On n'en a rien à faire d'aller chercher une forte concentration d'or, on va aller chercher n'importe quelle concentration d'or et on va juste traiter une fuck tonne de terre et au travers de ça, il va y avoir un peu d'or». exact. Fait que c'est une approche complètement différente, ce qui parce que comme la raison pourquoi je le précise, c'est juste que la logique que Louise mentionnait, c'est propre à toutes les mines. Toutes les mines font ça, gérer, des résidus toxiques, du muck. Tu sais, je veux dire, tu passes, tu passes ton rock, tu le passes dans des mills, puis après ça, tu as de la poussière que tu vas passer dans des bains dans des ouais, muck. C'est vrai, c'est muck. C'est littéralement ça! C'est littéralement ça, parce que tu fais juste le passer à travers des solutions chimiques, des bains C'est ça. d'acide, et cetera. Fait qu'à la fin, ce que tu as, c'est vraiment une soupe, là, extrêmement toxique. Puis ça, tu peux pas t'en débarrasser, puis tu peux pas juste la décontaminer, C'est là, ça. Tu pogné avec. c'est ça. Fait que la différence dans une mine à chauffe puis une mine à ciel ouvert, c'est pas qu'il y ait ou pas cette activité-là, elle a le cours, c'est ça une mine. La différence, c'est la quantité massive, mais massive de déchets que produit une mine à ciel ouvert par rapport à une mine conventionnelle. C'est sûr. Puis Léa, les compagnies, enfin, souvent, c'est ça aussi d'ailleurs que ce que tu appelles, c'est que les mines ne ferment pas parce qu'il y a plus de minéraux, justement. C'est ça. Elles ferment parce qu'elles sont plus rentables. Mais là, comme tu dis, il y en a qui vont qui réouvrent, donc la question, c'est juste de d'ailleurs, il y a un concept dans le milieu universitaire qui traite de l'extractivisme, qui parle de mines zombies, en fait, donc des mines qui sont pas totalement dead, pas totalement, en vie, mais qui, du coup, sont toujours, comment dire? Susceptible d'être réouverte si jamais, tu devais enfin, en tout cas, mais vous pouvez aller voir différents reportages dessus, c'est vraiment intéressant. Mais en effet, le seul truc, c'est que, comme tu dis, les concentrations sont faibles, mais en gros, c'est des rendements décroissants. Dans le sens que
Exact. Tu vas pas avoir besoin de déterrer plus de déchets pour une quantité, de minerais, en fait, qui est pas beaucoup plus grosse, en fait. Fait que, Tu sais, quand ouais, mettons qu'on parle de lithium ou de minéraux critiques, minéraux stratégiques, etc., c'est très exactement ce genre ouais. de mine-là dont on parle. On parle pas de mine à shaft, là. Exactement, enfin que là, il y a tout intérêt et puis, l'Abitibi est rempli de trous de mines. Enfin, c'est un territoire qui est, où il y a énormément de mines abandonnées, de structures abandonnées, puis les routes aussi abandonnées. Enfin, tu sais, il y a tout un plein d'infrastructures aussi qui mènent, qui sont autour des mines, donc c'est pas juste le trou, c'est tout ce qu'il y a autour. Fait que les communautés comme Lac-Simon, mais plein d'autres communautés sont de plus en plus conscientes de ça, puis en effet, donc elles réagissent en étant: «Bah, là». C'est pas une question toujours de dire contre pour ou contre, c'est la question: «Mais dans quelles conditions vous faites ça? C'est ça. Attendez, wait a minute», quoi, parce que ça, c'est dangereux, quoi. Mais en tout cas, allez voir le travail, bah, leur site est un peu vieux, mais ils m'en voudront pas que je leur dise ça. Ils le savent parce que j'en profite pour dire que, bah, moi je connais, le Rodrigue, qui apparaît dans la vidéo. Puis il fait une crise de bonne job, avec, Mining Watch Canada. Donc en tout cas, vous pouvez aller voir leurs affaires, leur site, puis les suivre un petit peu. C'est vraiment, une organisation qui, en fait, généralement va justement aller aider les communautés si elles le souhaitent, hein. C'est pas quelqu'un qui c'est pas des organisations qui parlent par-dessus les communautés, mais c'est des organisations qui vont plutôt chercher à approcher des communautés qui le souhaitent, si elles veulent de l'aide, légale, de comprendre ce qui se passe, d'avoir de l'aide scientifique et tout. Donc c'est important parce que souvent c'est ça aussi, c'est que tu as des petites communautés qui se retrouvent avec une crise d'affaires à gérer, lorsque des compagnies minières décident: «Ça m'intéresse, ce qu'il y a chez vous». C'est beaucoup pour des communautés. On n'a pas fini de parler de ça, j'ai l'impression, là, surtout avec Clairement pas. l'intensification là, qui nous vient du niveau fédéral.